Bonjour. Après avoir découvert les bases de la dynamique moléculaire, aujourd'hui je vais vous présenter plus dans le détail la relation entre force, énergie et mouvement et comment décrire en formule les interactions entre les particules. Nous partons de la deuxième loi de Newton, F égale ma, c'est-à-dire que la force est la cause des déplacements des objets de façon proportionnelle à leur masse. Dans la dynamique moléculaire, nous avons besoin de connaître les forces entre particules pour calculer leur déplacement. Pour décrire ces interactions, nous allons utiliser le concept d'énergie potentielle. Voyons donc comment énergie et force sont reliées entre eux. La force ressentie par une particule est liée à la variation de son état énergétique. L'énergie nécessaire pour déplacer un objet est proportionnelle à la force à laquelle l'objet est sujet et qu'il faut vaincre, multipliée par la longueur de déplacement. Pour donner un exemple pratique, si nous voulons soulever une boîte posée au sol, nous devons fournir une énergie pour contraster la force de gravité à laquelle la boîte est sujet. Plus à nous voulons monter la boîte, plus nous devons fournir de l'énergie. De façon plus formelle, nous pouvons écrire que la force est moins la variation de l'énergie par rapport au déplacement, ou en langage mathématique, que la force est moins la dérivée de l'énergie par rapport à la position. Nous nous intéressons maintenant au signe moins entre force et énergie que nous voyons dans la formule. Ces signes nous indiquent que lorsque l'objet se déplace dans la direction vers laquelle il est attiré par la force, son énergie diminue. C'est le cas d'un objet qui tombe à cause de la force de gravité. Dans les cas contraires, quand l'objet se déplace contre la force à laquelle il est sujet, la variation d'énergie est positive. Autrement dit, il faut fournir de l'énergie à l'objet pour qu'il se déplace. Nous voyons donc que la variation d'énergie et la force sont intimement liées. L'énergie potentielle nous donne l'énergie d'un objet sujet en force en fonction de sa position. Comme il est plus simple de définir les énergies d'interaction entre les objets plutôt que de force, à la base de la dynamique moléculaire, nous trouvons la définition du modèle énergétique avec des formules qui donnent les énergies potentielles des différents types d'interactions. Nous avons déjà vu que les interactions fondamentales d'une dynamique moléculaire sont les interactions liées, qui règlent la rigidité et la souplesse du squelette de la molécule, et les interactions non liées, parmi lesquelles nous retrouvons l'interaction électrostatique, l'interaction entre les dipôles, ou interaction de Van der Waals, et les liaisons hydrogènes. Pour chacune des interactions, nous devons fournir la fonction qui décrive l'énergie potentielle entre deux particules en fonction de leur position réciproque. Nous allons regarder l'exemple des interactions liées et des interactions de Van der Waals. Typiquement, les interactions liées sont décrites par une énergie potentielle dite harmonique. La fonction énergie a une forme de parabole en fonction de la distance entre particules. L'énergie potentielle harmonique est aussi utilisée pour décrire les comportements d'un ressort. Si vous étirez ou comprimez un ressort, il aura tendance à retrouver sa position initiale d'équilibre. Le minimum de la parabole se trouve à la distance d'équilibre de la liaison covalente entre les particules, qui est leur distance la plus favorable. Si les particules ont cette distance, ils ne vont pas se déplacer ailleurs. Pour changer cette distance, il faut fournir de l'énergie. Par contre, si elles sont plus loin ou plus rapprochées de leur distance d'équilibre, elles vont se déplacer sous l'attraction de la force de la liaison covalente, en baissant leur énergie potentielle. Nous pouvons visualiser ces comportements en pensant à une vallée dans laquelle roule une balle. Quand la balle se trouve en haut de la vallée, elle a une forte énergie potentielle, car elle peut se déplacer toute seule vers le fond de la vallée. Par contre, si elle se trouve sur le fond, elle ne peut pas remonter sans qu'on lui fournisse de l'énergie. Si la balle part d'une position élevée, en supposant qu'il n'y a pas de friction, elle ne s'arrêtera pas sur le fond, mais elle fera des oscillations autour de sa position d'équilibre, exactement comme est fait par un ressort. De la même manière, nous pouvons regarder la fonction énergétique qui est typiquement utilisée pour décrire les interactions des Van der Waals. Elle a elle aussi une position d'équilibre vers laquelle les particules ont la tendance à aller. Si deux particules sont plus proches que cette distance, leur énergie potentielle augmente très vite, indiquant une répulsion entre les particules qui voudront s'éloigner très vite. Cette répulsion est due au fait que les particules ont un certain volume, elles ne peuvent pas s'y rapprocher indéfiniment. À très grande distance, l'interaction est très faible, comme nous pouvons observer par le fait que l'énergie est pratiquement plate. À cette distance, nous pouvons déplacer les particules sans que leur énergie change. Maintenant, nous avons compris comment calculer les énergies d'interaction. De ces énergies, calculer les forces qui leur correspondent. Venons donc à la dernière partie,
qui est comment la force nous amène à connaître le déplacement des particules. La deuxième loi de Newton récite que si on force à exercer sur un objet, celui va se déplacer avec une accélération qui est inversement proportionnelle à sa masse. Avec une même force, un objet lourd va se déplacer moins vite qu'un objet plus léger. La force donne donc du mouvement aux objets et leur donnant de l'accélération. En se rappelant que l'accélération est le changement de vitesse par rapport au temps, nous pouvons mettre en relation la force à laquelle un objet est sujet avec sa vitesse de mouvement. Si nous prenons une unité de temps delta t très petite, qu'on appelle tau, nous pouvons calculer le changement de vitesse d'une particule sujet en force, comme la vitesse au deuxième moment égale à la vitesse au premier moment, plus la force divisée par la masse multipliée par l'unité du temps. Également, en se rappelant que la vitesse est le changement de position par rapport au temps, nous pouvons déterminer la nouvelle position de l'objet sujet à la force. Nous obtenons donc la vitesse en fonction de temps et la position en fonction de temps, ce qui est la trajectoire suivie par l'objet. En dynamique moléculaire, pour chaque particule, la somme de toutes les forces dues aux différentes interactions est calculée, et le déplacement de toutes les particules est calculé à des intervalles de temps très petits.